Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo consacrée au chapitre sur les transformations chimiques. Nous avons vu lors de la précédente capsule ce qu'était le pH, en quoi le pH était lié à la notion d'ion, donc avec les anions OH- et les cations H+, que c'était le déséquilibre qui existait entre ces deux types d'ions dans une solution qui faisait l'acidité ou la basicité d'une solution. D'accord. Plus il y avait d'ions H+, majoritaire dans une solution, plus la solution était acide, et plus il y avait des ions OH- majoritaires dans une solution, plus la solution était basique, et qu'une solution neutre était simplement une solution qui contenait autant d'un type d'ion que de l'autre. D'accord. Donc toujours bien retenir, c'est le pH, ça n'est rien d'autre que de faire la comparatif entre les ions H+ et OH- qu'il y a dans une solution. D'accord. Aqueuse. Je rappelle, aqueuse, ça veut dire que c'est une solution qui est à base d'eau. Bien. Maintenant, on va passer un petit peu sur le côté un peu croustillant de l'affaire, c'est-à-dire, bon, quand on parle d'acide, en règle générale, la première image que ça vous évoque, alors peut-être le citron, le côté acide du citron, mais c'est également le côté euh, un petit peu dangereux d'une solution acide qui a tendance à ronger, à consumer les choses. Et on va voir exactement pourquoi cette notion d'acide et de base est liée à cette notion d'attaque chimique, donc de réaction chimique. Alors on va voir ça au travers d'un exemple assez simple. En fait, ce que l'on va étudier, c'est tout simplement une transformation chimique. Si ça réagit, d'accord, si l'acide est dangereux, c'est parce qu'il réagit avec la matière. La base fait pareil, hein. Plus c'est basique, plus c'est acide. L'un comme l'autre vont avoir tendance à réagir violemment avec la matière, d'autant plus qu'ils sont acides ou basiques. Donc ça va être une transformation chimique. Donc ce que l'on va étudier aujourd'hui, ça va être, là ici, je vais vous montrer l'exemple d'une réaction que l'on obtient lorsque l'on met en contact un acide, l'acide chlorhydrique, qui est un acide assez courant, que l'on a parfois chez soi, qui peut être utile pour les tâches de nettoyage ou ce genre de choses. Donc l'acide chlorhydrique en contact avec une matière, là on prend le fer. D'accord. Le fer et l'acide chlorhydrique réagissent ensemble. Si vous mettez de l'acide chlorhydrique au contact du fer, vous allez avoir une réaction chimique qui va avoir tendance à corroder, une corrosion de l'acide. Alors, on va essayer d'étudier tout ça et de voir exactement pourquoi. Alors, on a plein de choses, hein. Maintenant, on a dans notre caisse à outils du chimiste, on a commencé à avoir pas mal de bagages, pas mal d'outils. Donc, on sait par exemple prouver la présence de certains ions dans une solution. On sait prendre son pH. Donc, on va essayer de faire tout ça et puis d'étudier un petit peu ce qui concerne donc la solution. Pour l'instant, c'est l'acide chlorhydrique, qui est une solution aqueuse également. C'est majoritairement un solvant, c'est de l'eau, dans lequel il y a donc l'acide chlorhydrique qui est dilué. Alors, ce que l'on va faire, premier test, c'est qu'on va vérifier qu'il y a bien des ions là-dedans. Donc je prends le nitrate d'argent, un des deux détecteurs que l'on a étudié ensemble. On a le nitrate d'argent et la soude, je vous rappelle, hein, donc qui sont nos deux détecteurs principaux. Le nitrate d'argent, lui, il va venir me chercher quoi? Il va venir essayer de voir s'il y a des ions chlorure dans cette solution. Bon, a priori, pas trop de mystère, acide chlorhydrique, on a déjà un petit peu une piste là dans le nom de cet acide. Donc on va mettre quelques gouttes de nitrate d'argent dans cette solution d'acide chlorhydrique et sans surprise, on va voir apparaître un précipité blanc donc qui prouve que l'acide chlorhydrique c'est une solution qui contient des ions chlorure. Ok. Donc on a bien notre précipité blanc. Alors une chose à remarquer avec ce précipité blanc, hein, je le rappelle, le précipité qu'on obtient avec le chlorure est un précipité blanc mais qui va avoir tendance à noircir si on le laisse à la lumière. Ça c'est quelque chose de très caractéristique de la détection des ions chlorure. Maintenant ce que je peux faire aussi avec cette solution, c'est regarder son pH. D'accord. Donc c'est la même solution, hein, c'est de l'acide chlorhydrique, c'était la même que ce que j'avais dans ce tube là, je l'ai ici, et je vais simplement amener mon pH mètre pour regarder quel est le pH de cette solution. Donc on attend que le pH mètre fasse le point sur cette solution, sur le pH de cette solution.
Donc là on voit tout de suite qu'on va vers l'acide. Donc c'est pas pour rien que ça s'appelle un acide chlorhydrique. D'accord, c'est un acide. Donc maintenant vous savez ce que ça veut dire ça, hein. Depuis la séance précédente, on sait que si c'est acide, ça veut dire qu'à l'intérieur de cette solution, j'ai davantage d'ions H+, que d'ions OH-. D'accord, j'ai les deux là-dedans, mais j'en ai un qui est vraiment très dominant, parce que là c'est vraiment acide. Donc j'ai beaucoup plus d'ions H+ dans cette solution que d'ions OH-. On est très loin de l'équilibre entre les deux, donc de la neutralité. Donc on a un pH environ de 2. D'accord, 2.05, on va dire que c'est à peu près 2. Bien, j'ai fait 2 tests. Là on voit que notre précipité blanc continue à noircir là parce qu'il est à la lumière. Donc je viens de faire 2 tests. Je viens de tester ma solution d'acide chlorhydrique avec 2 tests que je suis capable de faire. Un test, je détecte s'il y a des ions chlorure ou pas dans ma solution, c'est bien le cas. Et un autre test qui me détecte si, quel est mon pH. C'est-à-dire est-ce que j'ai des ions H+ et OH- dans cette solution, et lequel en majorité. D'accord. Un pH mètre, c'est un détecteur d'ions aussi, hein. Lui, il me dit, il y a des ions. Il y a des ions H+ en grande majorité. D'accord. Donc ça, je le sais grâce au pH mètre. Donc je viens de dire, il y a des ions chlorure, et il y a des ions H+. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter du fer à ma solution d'acide chlorhydrique. D'accord. Là-dedans, j'avais que de l'acide chlorhydrique, j'ai mis de la paille de fer, je referme, et ce que l'on va voir, c'est qu'il va se produire une réaction chimique. J'ai un dégagement gazeux qui apparaît. Alors, le dégagement gazeux, ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir tester. On a plusieurs types d'expériences, d'outils dans notre boîte à outils, qui nous permettent d'essayer de déterminer quel est ce gaz. Alors, il y a plusieurs solutions. Vous en connaissez déjà un bien par cœur, c'est l'eau de chaux. L'eau de chaux, c'est un liquide qui est transparent, mais quand on le met en présence du dioxyde de carbone gazeux, il devient blanchâtre. Ça, c'est un premier test. Mais il en existe d'autres. Il y a le test de l'allumette. En fait, le test de l'allumette, si on approche, donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, je vais la relancer, cette petite animation. Donc notre fer est en train de réagir avec l'acide chlorhydrique. Il y a du gaz qui se dégage et qui est en train de remplir le haut de mon éprouvette. Donc j'ai mon bouchon qui retient ce gaz pendant un certain temps. Et je vais venir approcher une allumette pour voir quelle est la réaction que j'obtiens entre une flamme et ce gaz. 2 possibilités, soit la flamme s'éteint parce que ce gaz en fait n'est pas inflammable, soit ça va provoquer une détonation parce qu'il l'est. Et une caractéristique, donc là ce que l'on voit sur cette expérience, le fait d'approcher l'allumette et que ça fait une espèce de petite détonation, ça c'est quelque chose qui est caractéristique d'un gaz bien particulier qui est le dihydrogène. Donc lorsque vous avez comme ça une allumette qui est approchée et qu'il y a une petite détonation, ça fait un espèce de pop, ça c'est une détonation qui prouve que le gaz qui est en train de se dégager, c'est du dihydrogène. Alors il y a d'autres expériences à faire comme ça pour tester d'autres choses. Là évidemment on fait celle directement dont on sait qu'elle va fonctionner. Ce qu'on met en évidence, c'est qu'il y a du gaz lors de cette réaction qui est produit, et ce gaz c'est du dihydrogène. Alors vous voyez que le métal, au fur et à mesure, le fer est en train de disparaître. Normal, il est en train de réagir, il devient autre chose. Donc mon acide chlorhydrique réagit avec mon fer pour former quelque chose de nouveau. Donc on voit bien que l'acide chlorhydrique est capable de consommer le fer. C'est pour ça qu'on ne met jamais en contact de l'acide chlorhydrique avec quelque chose de métallique, entre autres en fer, parce que sinon on va détériorer le métal. Une fois que cette réaction est faite, j'ai pris ce que j'avais dans mon tube à essai à la fin de ma transformation, à la fin de ma réaction chimique, et je l'ai mis dans plusieurs tubes, dans 3 tubes différents. Et je vais recommencer mes tests. Je vais tester avec mes 2 détecteurs, nitrate d'argent et ma soude, voir quels sont les ions qui sont dans ces tubes. Et je vais tester le pH, voir si le pH a changé ou si c'est toujours le même. Mais je rappelle que ça, ce que j'ai dans ces 3 tubes, c'est le résultat de ma réaction chimique entre le fer et l'acide chlorhydrique que l'on vient de voir juste avant. Donc je l'ai mélangé, je l'ai partagé entre 3 tubes différents pour pouvoir faire 3 tests différents sans que les uns et les autres
ne s'empêche. Donc dans le premier, je vais faire un test avec mon détecteur nitrate d'argent, je mets quelques gouttes comme tout à l'heure, et je regarde si j'ai toujours bien mes ions chlorure. A priori, pas de souci, je vois le précipité apparaître, donc j'ai bien des ions chlorure encore dans cette solution. Deuxième test, je vais regarder avec de la soude. Et je vois un précipité vert apparaître. Donc le précipité vert, quand on met de la soude, c'est quelque chose que vous commencez à connaître. Précipité vert, ça me veut dire que 1, j'ai des ions, effectivement, sinon j'aurais pas de précipité, mais lesquels j'ai des ions fer 2. D'accord. Si ça avait été autre chose, ça n'aurait pas été la couleur verte. Par exemple, on a vu avec du cuivre, si c'était des ions cuivre, on aurait eu un précipité bleu. Si c'était des ions fer 3, nous aurions eu un précipité de couleur rouille, marron. D'accord. Donc là, c'est vert, c'est des ions fer 2, c'est-à-dire Fe 2+, d'accord, de charge positive. Et enfin, un troisième test que je vais faire, je vais reprendre le pH de ma solution finale que j'ai obtenu après réaction, et on voit que mon pH mètre va s'arrêter bien avant les deux que j'avais tout à l'heure. J'avais un pH égal 2, là j'ai un pH égal à 5,24. Donc on a perdu en acidité, on est en train de se rapprocher vers la neutralité. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut bien le comprendre. Tout à l'heure on avait un pH égal à 2. Ça veut dire que on avait une quantité d'ion H+ dans ma solution beaucoup supérieure aux ions OH-. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que ces ions H+, il y en a un peu moins. D'accord? Il y a des ions H+, qui ont disparu, et le pH est en train de me l'indiquer. Je suis à 5, à un peu plus de 5 de pH, je me rapproche du 7 neutre, d'accord, en étant partie de 2. Donc il y a des ions H+, qui ont disparu au cours de la transformation. Et tout ceci, là, eh bien en fait, me permet de comprendre ce qui vient de se passer, comment se procède cette réaction. Alors, pour récapituler un petit peu tout ça, on est en train de dire, dans notre premier test, on n'avait que de la solution chlorhydrique, d'accord, de l'acide chlorhydrique dans notre solution, et on avait un pH de 2, c'est-à-dire énormément d'ions H+ par rapport aux ions OH- dans cette solution, et il y avait des ions chlorure, d'accord, jusqu'ici pas de souci. On a vérifié le gaz qui était en train de se dégager pendant la transformation. Et on a vu que c'était du dihydrogène. D'accord, le test à l'allumette qui fait pop comme ça lorsque je le mets en contact avec le gaz qui est produit, ça veut dire que c'est du dihydrogène. Donc, on est d'accord que dans le début de mon expérience, je ne mets pas de dihydrogène, de l'acide chlorhydrique dans lequel je mélange, enfin dans lequel je plonge de la paille de fer. Donc j'ai du fer et de l'acide chlorhydrique et d'un seul coup, paf, je me mets à avoir du dihydrogène. Donc il y a eu réaction chimique et le dihydrogène est un des produits de ma réaction chimique. Ensuite, ce que j'ai vu, c'est que mon test au nitrate d'argent me donnait toujours mes ions chlorure, de la même façon. Donc mes ions chlorure ont l'air de ne pas être affectés par la transformation chimique. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà là avant la transformation, ils sont encore là après la transformation. Eux, ça n'a pas l'air de changer grand-chose pour eux. Par contre, mon pH m'indique que les ions H+ que j'avais au début de la transformation, ils sont en nombre moins important. Ce nombre a baissé. Le pH est en train d'augmenter, retourner vers la neutralité. Donc j'ai perdu des ions H+ pendant la bataille. Donc les ions H+ ont l'air d'être consommés par la transformation. Ça a l'air d'être d'un de mes réactifs. Et de la même façon, si je regarde avec la soude, je vois que j'ai un précipité vert qui m'indique que j'ai des ions fer 2 dans ma solution. Or, au début, ce ne sont pas des ions fer 2 que j'ai dans ma solution, c'est uniquement du fer solide, d'accord, des atomes de fer. Donc j'avais des atomes de fer qui ont disparu pendant la transformation. Je vous rappelle qu'ici, au fur et à mesure, mon fer disparaît, d'accord, il est complètement consommé par la transformation. Donc je perds mes atomes de fer, mais je récupère autre chose, je récupère des ions fer 2, qui sont l'élément fer aussi. Simplement, ils ont changé leur structure, ils ont perdu 2 électrons et ils sont devenus des ions. Et c'est pour ça que je les vois plus, ils sont dans ma solution, là ils sont plus sous l'état solide des atomes de fer, ils sont transformés en ions qui sont en train de se promener dans ma solution. Et bien avec tout ça,
je suis capable d'écrire l'équation de la réaction qui vient de se produire. Donc c'est ce que l'on va faire ensemble. On va récapituler un petit peu les choses. Donc, dans mon acide chlorhydrique, j'ai dit, donc j'ai deux choses au départ de mon expérience. J'ai de l'acide chlorhydrique, on va écrire le bilan. Donc ça c'est mon premier réactif. J'ai mis quoi avec? J'ai mis du fer, d'accord, des atomes de fer. Et ça m'a donné quoi? Ça m'a donné du dihydrogène. Ça c'est ce que j'ai pu prouver avec mon allumette. Et ça m'a donné quoi d'autre? Des ions fer 2. Alors, on va les noter comme ça. Des ions fer 2. Ok. Donc voilà le bilan. Ça je rappelle, c'est le bilan. C'est quand on écrit les substances elles-mêmes sans préciser leur formule ou quoi que ce soit. Ça c'est le bilan de la réaction. Donc voilà ce qui s'est produit pendant ma réaction. Alors maintenant, moi je suis capable d'être un peu plus précis que ça. Je vais aller sur écrire l'équation de cette réaction. Alors l'équation, je rappelle comment on écrit ça, simplement en remplaçant les noms par les formules qui correspondent. Alors l'acide chlorhydrique, en fait c'est HCl. J'ai des atomes d'hydrogène et des atomes de chlore. D'accord, n'oublie pas, ça minuscule, ça ne veut pas dire que c'est un nouvel atome, ça va avec le C. Acide chlorhydrique. Sauf que lui, lorsque l'on le met dans l'eau, en fait il va former deux ions. C'est ce que nous avons prouvé. Ça va me donner des ions H+. On le sait comment? On le sait parce que notre pH mètre, au tout début de mon expérience, me montrait que c'était très acide comme solution. Donc il y a beaucoup d'H+. Ça vient d'ici. Et il y avait également des ions chlorure. Ça c'est mon test avec le nitrate d'argent qui a permis de me le dire. Donc j'ai ces deux ions là dans ma solution au début. Donc je les mets comme des réactifs, H+, et Cl-. Et remarquez bien, comme je vous l'ai déjà indiqué, que lorsque l'on crée un ion, on en crée forcément un deuxième qui est en quelque sorte l'opposé du premier. C'est-à-dire que le premier, s'il a une charge positive, le deuxième aura une charge négative opposée. Là j'ai une charge positive, là j'ai une charge négative. Les deux me forment bien quelque chose de neutre. Et j'avais quoi d'autre? J'avais des atomes de fer. Donc E, pas de charge, le symbole du fer c'est Fe, et voilà. Donc tout ceci constitue mes réactifs. Je vais le noter en dessous. On va le mettre en vert par exemple. Ici ce sont mes... faut que j'aille un peu plus loin. Tout ceci, ce sont mes réactifs. D'accord? C'est ce que j'ai au début de mon expérience. Et que se produit-il donc au cours de l'expérience? Donc tout ceci va me donner du dihydrogène. Ça, la formule, je la connais bien. C'est H2. Donc à l'état de gaz. Et quoi d'autre? Ça va me donner des ions fer 2. Eux, on l'a déjà vu, leur formule c'est Fe, c'est l'élément fer, mais il est plus neutre, c'est plus l'atome. Il a deux charges positives, d'où le 2. Fer 2, ça veut dire que donc il y a deux charges. Fe 2+. Et bien maintenant, il va falloir que j'arrive à me débrouiller avec tout ça. Ah oui, on oublie quelque chose. À la fin de l'expérience, j'ai testé s'il y avait des ions chlorure et ils étaient encore ici. Donc j'ai des ions chlorure. Et bien avec tout ça, en fait, j'ai quasiment terminé. Il me faut juste m'assurer, alors je vais noter que tout ceci, ce sont des produits. C'est ce qui est produit par la réaction. Ça, ce sont mes produits. Ce que j'obtiens après la transformation chimique. Donc, il me reste une chose à faire, m'assurer que tout ceci est bien équilibré. C'est-à-dire que tout ce que j'avais comme élément avant doit être encore présent après. D'accord? Tout ça, ça ne se détruit pas. La matière, ça ne disparaît pas. Ça ne fait que se transformer, se réassembler autrement.
Donc, bah, je vais faire un peu le bilan. J'avais un atome de chlore au début, je l'ai toujours à la fin, donc pas de souci. Alors un atome, un ion chlorure, pardon. Au début, je l'ai toujours à la fin, donc ça c'est bon, il n'y a pas de souci de ça. J'avais une fois l'élément fer avant, je l'ai toujours une fois après. Attention, ça c'est la charge électrique. S'il y avait plusieurs fois l'élément, ce serait devant. Ou derrière, mais en bas à droite. Ok, donc le fer et le chlorure, pas de souci. A priori, l'élément est bien respecté. Alors on parlera un peu de la charge après. Par contre, je vois une chose, c'est que j'avais ici un élément hydrogène et qu'ici H2, bah, je l'ai deux fois. Hein. Le 2 là, il signifie que dans cette molécule, j'ai deux fois l'élément, l'atome d'hydrogène. Donc il faut que je rééquilibre. Il faut que je rééquilibre où? Bah, si je l'ai deux fois à l'arrivée, ça veut dire qu'en fait je l'avais deux fois au départ. Donc il faut que je rééquilibre ça. Donc ce que je vais faire, c'est simplement indiquer, corriger ma formule telle qu'elle est là, et dire, bah, au début en fait j'avais deux ions H+, qui ont réagi, et c'est suite à cette réaction que j'ai pu former une molécule de H2. D'accord? Il m'en faut au moins deux qui réagissent pour me former une molécule de d'hydrogène que j'observe après sous forme de gaz. Alors là, sauf que si on dit ça, si j'ai deux fois l'ion H+, vu qu'on vient de cet assemblage là HCl qui est l'acide chlorhydrique, ça veut dire qu'en fait de base j'ai deux atomes deux ions chlorure également. D'accord? En fait j'avais deux ions HCl qui vont permettre la réaction. Donc ça bien sûr je l'ai beaucoup de fois dans ma solution, mais à chaque fois ça fonctionne par deux. Il m'en faut deux à chaque fois. Donc si j'en avais deux au début, lui j'en ai deux aussi à la fin. Et là on a réglé le problème, on est équilibré, c'est-à-dire j'ai bien deux fois l'élément hydrogène dans mes réactifs et je le retrouve deux fois à la fin. J'avais deux fois l'élément chlore au début, je le retrouve deux fois à la fin. Et j'avais une fois l'élément fer et je le retrouve une fois à la fin. Maintenant, il va falloir que je m'assure d'une chose, c'est que les charges, elles, doivent être respectées. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire simplement que si j'avais une certaine charge globale électrique au début, je dois la retrouver à la fin. Donc on regarde, ici j'avais l'ion H+, qui contient une charge positive. Mais j'ai dit que je l'avais deux fois pour que la réaction se fasse. Donc j'ai déjà deux charges positives ici. J'ai quoi d'autre? J'ai une charge négative qui est portée par l'ion chlorure. Mais lui aussi j'ai dit que je l'avais deux fois. Donc j'ai deux fois cette charge plus et deux fois cette charge moins. Alors je peux le détailler. Deux charges plus, deux charges moins. Et on voit une chose, je vais le mettre dans un petit rond comme ça, c'est que c'est au total, global, on va dire, globalement, bah, les deux charges plus et les deux charges moins s'annulent. Globalement, dans mes réactifs, c'est neutre. Je vais monter un petit peu pour que vous voyez tout ça. Eh bien je vais faire pareil du côté de mes produits et ça doit être respecté. Si j'étais neutre avant, il n'y a pas de raison qu'il y ait des charges électriques qui apparaissent après. D'accord? De façon globale, la matière doit toujours être neutre. Donc je vérifie. Ici, bon, elle, pas de charge électrique. Ici, le fer, il a deux charges positives. Je l'ai qu'une fois, donc c'est bien deux charges positives au total par le fer. Et j'ai deux fois la charge négative d'un des ions chlorure, donc j'ai bien deux fois moins 1, ça fait bien moins 2. D'accord? Donc deux charges moins. Et donc je retrouve bien quelque chose qui est globalement neutre. D'accord? Donc ça c'est bien respecté. J'ai bien respecté les charges avant et après. Par contre ce qu'on voit c'est que les ions H+, se sont transformés en atomes d'hydrogène pour pouvoir former une molécule de dihydrogène. Et elle s'échappe. D'accord? À qui elle a... Enfin, vous comprenez bien que là, si elle est passée de H+, à un atome, c'est qu'elle a récupéré l'électron qui lui manquait. D'accord? H+, ça veut dire qu'il lui manque un électron. Donc à qui elle est allée voler ces électrons-là pour pouvoir devenir l'atome d'hydrogène? Eh bien tout simplement au pauvre fer qui était là, sous forme de ma paille de fer. Ces ions H+, c'est-à-dire ce qui caractérise l'acidité. Hein. On a dit que quelque chose d'acide, c'était quelque chose qui avait beaucoup d'ions H+, à l'intérieur.
eh bien ces ions H+, vont attaquer le fer. Ils vont venir attraper, piquer les électrons des atomes de fer qui sont dans ma paille de fer. Ils vont venir lui arracher des électrons. Chaque ion hydrogène va prendre un électron pour redevenir un atome neutre. Et lorsque deux hydrogènes ont piqué comme ça des électrons à l'atome de fer, eh bien ils vont pouvoir s'associer sous forme d'une molécule de dihydrogène. Donc deux atomes d'hydrogène qui se refixent ensemble. Ils ne peuvent le faire que s'ils sont devenus neutres. Et pour redevenir neutres, eh bien ils ont attaqué le plus faible, et le plus faible c'était le fer. Donc voilà ce qui se produit en fait dans une réaction comme acide ou basique. C'est exactement ça, c'est-à-dire les ions qui font l'acidité ou la basicité, c'est-à-dire H+, dans ce cas-là, vont venir attaquer quelque chose, de la matière, pour lui piquer des électrons. Donc là, chaque ion hydrogène a piqué un électron au fer pour pouvoir devenir un atome. D'accord, j'ai deux fois l'ion H+. D'accord, je pourrais le représenter de façon plus significative comme ça. Je peux faire ça. D'accord, j'ai deux ions H+. Ça revient au même. Chacun va venir prendre l'électron qui lui manque au fer pour devenir un atome d'hydrogène qui va se fixer pour devenir la molécule d'hydrogène qui va s'échapper dans le tube. Et il nous reste à la fin notre pauvre ion fer, l'atome de fer qui s'est fait piquer deux électrons, donc qui est devenu positif de +2, il lui manque deux électrons, et donc on le retrouve bien ici, l'ion fer 2, et on a pu le mettre en évidence grâce au détecteur à l'utilisation de la soude, pour faire un précipité vert qui nous a indiqué que lui il était là, il était arrivé, il était présent, alors qu'il ne l'était pas au début. Et voilà comment, à partir de simples tests que vous connaissez à présent, c'est-à-dire vous comprenez ce que c'est qu'un test à la soude au nitrate d'argent, vous savez ce que veut dire l'arrivée d'un précipité, que la couleur de précipité vous indique ce que vous avez dans votre tube à essai, avant, après la réaction, et que la mesure du pH donc, vous donne la présence plutôt des ions H+, plutôt des ions OH- selon que c'est acide ou basique, et que si vous mesurez ce pH, l'évolution de ce pH vous dit comment évolue la quantité d'H+, ou d'OH-, de HO- dans cette solution. Et tout ça mis bout à bout nous a permis de comprendre ce que notre œil ne verra jamais, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau des atomes et des ions. Et voilà une réaction qui se produit entre des ions et des atomes pour faire une réaction chimique. Alors, on n'oublie pas toujours d'équilibrer notre réaction. Il faut que les éléments qu'on a au début, on en ait le même nombre à la fin. Et il faut vérifier que nos charges électriques, globalement, soient les mêmes avant et après. C'est bien ce qu'on a fait ici. Alors c'est pas forcément neutre, parce qu'on aurait pu se dire, le Cl- en fait il réagit pas, ici on pourrait l'en retirer, ça changerait rien. Et c'est vrai, en chimie on aurait tendance à dire que lui en fait c'est pas un réactif, vu qu'il n'a pas réagi. D'accord, il était là avant, il est encore là après. Donc il n'est pas intervenu dans la réaction. Je pourrais très bien le retirer et ça fonctionnerait quand même. Mais voilà, globalement, il faut que si j'ai une charge dans mes réactifs globales, je dois la retrouver dans mes produits. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. N'hésitez pas à reprendre les passages qui peut-être vous paraissent un peu délicats. N'oubliez pas également de bien noter votre résumé qui va s'afficher dans quelques instants. Donc notez-le soigneusement dans votre cahier. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. Allez, bon courage à tous.